Bonjour Jessie. Bonjour Pedro, bonjour Eric, ça va? Alors Salut désolé Jessie. pour le retard, Non, non, c'est c'est pas tout ça, c'est la faute de ça, tu vois? oui, des cartes Pokémon, ouais. Voilà, le danger ultime, tu vois? Attends, je vais te envoyer une Pokéball, tu vois, dans la tête. Je Ouais. m'étais accessoirisé ce matin. Ils m'ont vu te Hem, vanner dans le chat sur les cornes, j'ai vu que tu t'étais décalé, mais oui, mais parce que tu vois, regarde, si tu me mets comme ça, tu vois, les gens sont mais moi je vois pas des cornes, je vois juste un monsieur qui a un tournesol, tu vois? J'arrive pas, ouais, ouais, bah, oui. donc Bah, de toute enfin façon, bref. il y a 2 types de vannes à fréquence populaire, c'est soit les cornes, soit les cravates. Ah, Donc, j'en ai mis une Exactement, un et je peu, vois que tu as fait l'effort, Jessie, c'est parfait. voilà, j'attends les vannes maintenant. bon, alors Jessie, de quoi es-tu venue nous parler? Est-ce que tu es venue parler de Pikachu, de Dracofeu ou d'un ministre français qui est moins efficace qu'une carte Pokémon? Bah, je dirais la réponse C, Pedro, je C'est ton dernier choix? c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et est-ce Jean-Pierre. que c'est un Pokémon rare celui-là? C'est un Pokémon rare? Je sais pas, ça je saurais pas répondre effectivement. Non, c'est pas rare du tout à mon avis, ça s'est déjà vu, des ministres qui font, beaucoup d'annonces, beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de bruit, beaucoup de mousse, mais qui en fin de compte dans les faits ne font pas grand-chose. Et donc, bah, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est d'un peu démonter l'effet, Retailleau qui est, mesuré dans les sondages, aujourd'hui, puisque c'est la personnalité préférée des Français. Et Attends 2 secondes. C'est ouais, le Retailleau est la personnalité préférée des Français? personnalité politique préférée des Français. Ah putain, le niveau est bas, hein. Ça veut Ouais. dire et ça veut pas dire qu'il est bon, ça veut dire que les autres sont vraiment nuls. Oui, mais c'est qu'il est surtout Il bon en gagne par, communication. voilà, il gagne de la nullité des autres. Ouais. Bah, j'ai pas regardé le deuxième. Le deuxième, ça doit sûrement être Bardella, ou Le Pen, peut-être bien, mais non, je crois que c'est Édouard Philippe aussi. Il y a Édouard Philippe qui est bien placé. Mais lui, c'est Euh, un panda, tu vois? Panda, c'est toujours fait c'est mignon, tu vois? ouais, oui, il a retrouvé ses couleurs là, il y a pas longtemps. Et donc, bah, Retailleau, voilà, il y a beaucoup d'effets d'annonce en fin de compte sur. Il est ministre depuis septembre et on constate, quand on regarde les faits, quand on regarde les mesures, prises, de manière, législative ou de manière réglementaire, bah, qu'il y a pas grand-chose. Concrètement, pour l'instant, il y a eu un seul texte qui a été, pris par lui, qui prévoit des choses importantes. C'est une circulaire qui a été prise pour, la régularisation d'étrangers en situation irrégulière et notamment sur l'admission, ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Voilà, c'est une circulaire qui réduit les délais et qui permet, bah, qui va réduire le nombre d'admissions exceptionnelles au séjour des étrangers en situation irrégulière. Mais concrètement, il n'y a pas eu de grande loi. Voilà. Alors là, ça change un petit peu là, les derniers jours. Il y a eu deux propositions de loi qui ont été déposées au Sénat, par les LR, du Sénat. On sait que Retailleau, justement, a été, président de groupe, au Sénat avant d'être ministre, de l'Intérieur. Ils ont déposé une proposition de loi d'abord pour augmenter la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière qui sont considérés comme, dangereux. Et la deuxième proposition de loi, c'est sur, le fait que les prestations sociales non contributives, c'est-à-dire les APL, le RSA, l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, et les allocations familiales, soient, réservées aux étrangers, en situation régulière depuis, 2 ans. Voilà. À part ça, il y a pas eu grand-chose de fait sur l'immigration. Beaucoup d'effets d'annonce. On se rappelle de ces déclarations sur l'immigration n'est pas une chance pour la France. Il avait déclaré aussi que, l'état de droit n'est pas intangible. Mais concrètement, à part ça, il y a pas grand-chose de fait. Donc voilà, c'était un peu pour dénoncer ces effets d'annonce-là et dégonfler la baudruche, Retailleau en quelque sorte. Bon voilà, il avait annoncé aussi vouloir expulser plus, régulariser moins. Hem,
Là, on sait qu'il est en négociation avec l'Union européenne pour ce qu'on appelle la directive retour, une directive qui a été adoptée, directive européenne qui a été adoptée en 2008 et qui prévoit qu'il y a un délai, que les étrangers qui font l'objet d'une OQTF aient un délai de départ volontaire pour quitter la France. Et donc forcément, qu'est-ce qu'ils font pendant ce délai de départ volontaire? Bah, ils fuient, ils s'enfuient, ils partent de chez eux, et on les retrouve pas. Et donc forcément, l'OQTF n'est pas exécutée. Mais il y a un truc, je peux te poser une question, il y a un truc que j'ai jamais compris. Je sais pas qui a inventé cette logique de départ volontaire. L'Union Mais à européenne. un moment, c'est comme si, je sais pas, tu faisais une directive de départ d'expulsion volontaire de squatteurs, tu vois? Mmh. À quel moment le fonctionnaire ou le mec qui s'est dit: «Alors, on va faire un truc, donc on va envoyer un officier de la BAC et on va dire à ces dealers: "On vous fait une sommation d'arrêt volontaire du narcotrafic"». Je pense que ce serait d'une efficacité folle. Donc je ne comprends pas si on prend une mesure hostile à quelqu'un. Heu, Par contre, alors, suggestion, il pourrait appliquer ça pour les amendes. Je pense que beaucoup de gens seraient volontaires pour, donc une démarche de, comment ça s'appelle? Volontaire de paiement des amendes, tu vois? C'est-à-dire que, bah, si tu le fais pas, tant Mmh. pis. Je veux dire, c'est très étrange, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de contrainte, on prend une décision administrative pour demander à quelqu'un de partir et en même temps, on ne le fait pas. Ouais, Donc non mais tout soit la à fait. personne, elle est légitime à rester, soit elle doit partir et dans ces cas-là, pourquoi on attend? Alors, on attend parce que depuis les années 70-80, il y a une extension des droits, des étrangers. Alors sous l'impulsion de l'Union européenne, forcément, il y a une primauté du droit européen, par rapport au droit, national. On le sait bien depuis les années 60, il y a des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui prévoient ça et la Cour de cassation en France et le Conseil d'État ont fait appliquer, ces jurisprudences européennes en France. Donc en 2008, il y a eu l'adoption de la directive retour qui prévoit un délai de départ volontaire. Alors, le délai de départ volontaire, souvent dans les directives, on laisse un peu de marge aux États. Là, la marge, c'est le délai de départ volontaire, c'est de 7 à 30 jours. Qu'est-ce qu'a choisi la France comme délai de départ volontaire? Le maximum, 30 jours. On laisse un mois aux étrangers en théorie, les étrangers qui font l'objet d'une OQTF pour partir du territoire français. En un mois, il peut se passer plein de choses. En fin de compte, les gens fuient et voilà, donc on aurait pu au moins choisir le délai minimal qui était fixé par la directive, c'est-à-dire 7 jours. Ça laisse beaucoup moins de temps aux étrangers. Mais bon, voilà, là, on en est là. Là, le but de Retailleau, c'est de réviser la directive retour. Il va sûrement y arriver parce qu'il y a des pays européens qui veulent aussi, comme la France, réviser la directive. Mais bon, il y a pas que la directive retour. En fin de compte, il y a une quinzaine, une vingtaine de directives qui régissent le fait migratoire et l'asile à l'échelle de l'Union européenne. La directive la plus célèbre, c'est évidemment celle de 2008, mais il y a la directive de 2003 sur le regroupement familial, par exemple. Donc le but d'une véritable politique migratoire, en tout cas pour restaurer, pour reprendre le contrôle sur la politique migratoire, ce serait de reprendre le contrôle, de faire en sorte que les directives ne puissent plus s'appliquer en France, ces directives-là, en tout cas, pour reprendre le contrôle et pouvoir expulser plus facilement. Voilà. Après, il Mais, y a d'autres, évidemment, d'autres facteurs à activer pour que le taux d'OQTF exécuté puisse s'améliorer, bien entendu. Jessie, est-ce que justement, l'hypocrisie, elle est pas là? C'est-à-dire que la raison pour laquelle on laisse un délai long, c'est que les gens ont pu construire une vie ici. Or s'ils ont pu construire une vie, c'est qu'on les a laissés faire. Théoriquement, une personne en situation irrégulière ne devrait pas pouvoir construire une vie régulière. On a l'impression que souvent on tombe dans des cas comme ça où les gens se construisent une vie régulière, se retrouvent avec une OQTF et donc en gros, bah, par humanité, on leur laisse le temps de se retourner parce qu'ils doivent rendre l'appart, parce que machin. Et est-ce que justement le problème ne vient pas du péché originel d'avoir permis, à ces gens qui n'étaient pas régularisés de pouvoir venir
d'être accueilli, de commencer une vie sans avoir la certitude qu'ils pourraient rester. Mais si, effectivement, tu as raison. C'est le fait qu'on puisse permettre, à des étrangers en situation régulière de rester sur le territoire et de développer une vie normale, parce qu'en fin de compte, un étranger en situation régulière en France, il peut vivre normalement aujourd'hui. Il peut se loger, il peut travailler. Il y a plein d'étrangers en situation régulière qui travaillent notamment en restauration, hein. Vous voyez Thierry Marx, là, le représentant du syndicat de la restauration qui veut à chaque fois importer plus d'immigrés pour les utiliser dans ses restaurants et dans l'hôtellerie. Un étranger en situation régulière peut mettre ses enfants à l'école et il peut se marier. On a bien vu que ça avait posé problème là, il y a quelque temps à Béziers. Hem Donc concrètement, effectivement, le but, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, le mieux, ce serait d'éviter qu'ils viennent. Pour moi, une véritable politique migratoire, c'est deux choses. C'est accueillir moins pour mieux intégrer et aussi dissuader de venir, effectivement. Mais on dissuade de venir aussi en ayant des bonnes relations avec les pays, de provenance, les pays tiers. C'est-à-dire, pour la France, les pays du Maghreb, par exemple, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et sinon, après, bon, voilà, les étrangers en situation irrégulière, oui, grâce aux associations en France, peuvent vivre, assez normalement. En fin de compte, ils sont logés par des associations. Ils sont parfois logés par des gens de leur famille qui sont déjà là et qui sont, tout à fait réguliers. Ils sont pris en charge par la diaspora sur place. Voilà, c'est ces choses-là, ce sont ces facteurs-là qui font qu'ils restent et qu'ils viennent aussi. Voilà, on parle souvent des prestations sociales, qui pourraient attirer, les étrangers. En fin de compte, quand on regarde les études sociologiques, on peut dire qu'elles sont biaisées, mais moi j'ai plutôt confiance. C'est ce qu'on appelle l'aimant social. On peut voir qu'en France, l'aimant social arrive vraiment, bien en dessous, de la migration économique, c'est-à-dire les gens qui viennent pour avoir un meilleur niveau de vie, mais en travaillant, bien entendu, et surtout parce qu'il y a la présence de leur famille et de la diaspora, une forte diaspora sur place. Voilà. Donc l'immigration attire l'immigration aussi. Mais alors justement, est-ce que parce que alors est-ce que je vais être un peu sarcastique, mais alors peut-être que plutôt que de bloquer, de faire des pieds et des mains pour que les Chinois n'investissent pas dans les pays, qui nous envoient beaucoup d'immigration, on devrait les laisser créer les opportunités économiques là-bas vu que nous, on a, et donc de facto, ils viendront plus parce que, ce sera plus sympa chez eux que chez nous, vu qu'on est un pays en déclin. Bah, oui, effectivement, mais après bon, le problème, c'est que ça changera pas les relations, les re tant que Macron sera là, les relations avec, les pays africains francophones, avec les pays du Maghreb, en particulier avec l'Algérie, ne changeront pas. Il faut vraiment une nouvelle impulsion, un nouveau président de la République pour qu'il y ait un changement de politique et un changement notable. Voilà, on le voit par exemple avec l'Italie. Meloni a une stratégie, qui peut paraître intéressante, à mon sens. C'est-à-dire qu'elle, elle conclut des accords, de réadmission et des accords de blocage aussi des migrants avec les pays de départ, avec la Tunisie, et elle a fait aussi des accords pour que les étrangers puissent, être mis dans un pays tiers. Là, elle avait fait un accord avec l'Albanie heu, qui a été bloqué par ces juridictions nationales, malheureusement. Et on Alors voit souvent d'ailleurs ouais. que ce sont les juridictions qui bloquent, c'est souvent le droit, qui bloque les choses, en fin de compte. Il y a souvent une impossibilité juridique de reprendre le contrôle. Tout à fait, mais alors moi, je mettrais juste un bémol, particulier sur l'Italie, parce que l'Italie est un pays qui, fait venir beaucoup d'immigration légale qui disparaît et je vais vous expliquer très simplement, c'est qu'il y a une entourloupe, statistique en Italie. C'est que si tu es descendant, même très lointain d'Italiens, en particulier en Amérique du Sud, tu peux avoir ton grand-oncle par alliance de ta troisième cousine qui est italien, tu obtiens très facilement le passeport italien. Donc ces gens vont aller en Italie, sont de facto des migrants, mais boum, d'un seul coup, ils deviennent italiens. Ce qui permet à l'Italie de masquer aussi ces courbes, de baisse de natalité et de déclin de la population par de l'import de population souvent jeune, qui d'un seul coup, arrivent à 20 ans avec un passeport et donc qui naissent à 20 ans. Donc Mmh. c'est pour ça que, comme on dit, elle choisit ses migrants.
Donc mais elle en importe quand même beaucoup et on parle, alors je vous donnerai les chiffres après, mais on est quand même sur, presque 100 000 par an quand même juste pour le Brésil qui rentrent comme ça. Donc Oui, oui, effectivement. Oui, c'est oui. des chiffres assez importants. Donc c'est Oui, vrai que oui. là-dessus, c'est un peu comme le Japon, c'est des pays qui, ils naturalisent à tour de bras avant, ou du moins, c'est même pas vraiment une naturalisation, ils donnent la nationalité facilement, comme ça fait baisser, les stades d'immigration. Ouais, tout à fait. Non, pour l'Italie, effectivement, nuancer parce que, elle a importé, je crois que c'est autour de 350 000 travailleurs étrangers, pour pourvoir à ce qu'on appelle ici les emplois, les secteurs en tension. Et donc effectivement, ça peut annuler ce qu'elle fait par ailleurs avec, les pays de départ, les accords qu'elle conclut avec les pays de départ. Là, d'ailleurs, il va y avoir un référendum bientôt là-bas en Italie, parce qu'ils ont un référendum d'initiative, populaire qui marche beaucoup mieux que le nôtre, qui permet d'avoir des véritables référendums, d'initiative populaire. Et il y aura un référendum en juin, sur la possibilité de baisser de 5 ans de 10 ans à 5 ans de la durée de de situation régulière pour avoir la naturalisation italienne, justement, comme tu parlais de naturalisation, à la nationalité italienne. Et plus prosaïquement, en fin de compte, on se rend compte que il faut aussi démonter certaines idées reçues. C'est-à-dire que, on considère souvent que les étrangers, qui proviennent du Maghreb ou d'Afrique, leur première destination, c'est la France ou c'est l'Europe. Pas vraiment, en fin de compte. On se rend compte, en regardant les études, que l'immigration, c'est surtout l'immigration sud-sud. On va, vers, des pays, qui sont plus favorables, plus favorables économiquement. On prend par exemple le Burkina Faso, ben, ils vont aller en Côte d'Ivoire. Voilà, leur première destination, c'est pas la France, c'est de rester à peu près, proche, des frontières. On l'a vu aussi avec l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine, leur première destination, c'était pas la France ou l'Allemagne, c'était d'aller, en Pologne, par exemple, ou en République tchèque. Donc voilà, ils voulaient rester proches de leurs frontières. Oui, oui, tout à fait. Alors j'étais en train de compiler les données, on parle pour, pour l'Italie et on est à peu près à, un peu moins de 100 000 octrois de nationalité italienne, juste pour les personnes du continent américain, c'est-à-dire du nord au sud, hein, qui Ouais. obtiennent, très facilement les Argentins, les Brésiliens, les Américains. Alors les Américains, je pense pas qu'ils viennent, mais pour tous les autres en Amérique du Sud, c'est très facile, d'obtenir la nationalité italienne. Donc effectivement, ça lui fait une manne comme ça de 100 000 nouveaux Italiens prêts à l'emploi, si on peut dire ça comme ça, puisque généralement, c'est des jeunes, qui ont fait des études et cetera. Et Mmh. donc elle est c'est pour ça que je me méfie de cet exemple-là parce que justement elle fausse les stats, un peu comme d'ailleurs l'Espagne, hein. L'Espagne a le même phénomène Oui, où d'octroi facile de nationalité et donc c'est ce qui sera et sauf que comme ça devient des citoyens du pays en question, ils disparaissent statistiquement. mais ça joue aussi dans d'autres pays, hein, des migrations, européennes, enfin qui étaient par exemple l'Allemagne, il y a des gens, voilà qui retournent parce que, leurs grands-parents étaient là et que ça leur facilite les choses, par exemple. Bon alors après pour l'ex-Russie et cetera, je sais pas. Mais, Mais alors, Non, est-ce que ce que tu nous dis au final, c'est que Retailleau, il parle beaucoup, il fait pas grand-chose? non, il fait pas grand-chose. Il pérore beaucoup. En fin de compte, il fait comme beaucoup de politiques aujourd'hui, il y a un effet performatif du discours. Voilà, je dis et donc ça va se réaliser dans les faits. Mais en fait, quand on réfléchit, cyniquement, ça marche parce que dans les sondages, ça marche. Voilà, la communication marche et les gens ne vont pas regarder derrière les chiffres et les médias d'ailleurs sont un peu complices. On voit CNews par exemple qui le met, ils le mettent particulièrement en avant alors que depuis septembre, il n'a rien fait. Voilà, depuis septembre, il n'a rien fait. Il le dit clairement d'ailleurs, il dit: «Moi, je ne ferai pas de projet de loi gouvernemental sur l'immigration».
Il ne veut pas faire la même erreur que Darmanin, parce que lui, ce qu'il prévoit, c'est que comme Darmanin l'a fait, il va être attaqué sur le fait qu'il y a une énième loi immigration et que derrière, le Conseil constitutionnel va mettre un coup de serpe. Alors, quels sont les véritables enjeux en fin de compte? Le vrai enjeu, c'est de réformer la Constitution pour qu'il puisse y avoir un référendum sur l'immigration. C'est le seul moyen législatif qui permet d'avoir une sécurité juridique. Voilà. Et que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas. Il contrôle la question, il ne contrôle pas a posteriori, ils ne pourront pas contrôler si les mesures adoptées par référendum sont légales et sont conformes à la Constitution. Je Donc c'est le seul comprends. moyen juridique de reprendre le contrôle. Mais alors, Ça, même faudrait... parce que Vas-y, je t'en prie. les 2-3 expulsions qu'il a faites, d'influenceurs algériens, il les a loupées. C'est-à-dire qu'il fait pas grand-chose et en plus le peu de choses qu'il est censé faire, il les fait mal, en fait. Oui, il fait des coups médiatiques comme ça. Il prend, on a encore vu hier, là, il a fait arrêter Doualem, l'influenceur algérien. Il l'a fait placer en CRA. Et ça va être le même résultat. Attends, le même mec qu'ils ont déjà arrêté plusieurs fois, essayer de renvoyer et qu'il est revenu? Ouais, 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 ouais. Oui, parce qu'il est toujours sous le coup d'une OQTF, donc ils vont ou d'une procédure d'expulsion, je sais plus. Mais en tout cas, ils vont le représenter à l'avion. Il va reprendre l'avion, il va aller à Alger, et à Alger, on va leur dire, vous le reprenez votre Doualem, et vous le ramenez en France. Je vais Ça être va être la même bête, chose. mais Du coup ça coûterait pas médiatique. moins cher à l'État français qui file, je sais pas, 20 000 balles au mec pour qu'il reparte? Ouais, ouais, mais c'est ce qui est prévu. Il y a déjà un dispositif législatif qui s'appelle l'aide au retour volontaire, et qui est piloté par l'Office français de l'immigration, mais qui Non, marche parce que assez tu mal vois, en si fait. on n'arrive pas à l'expulser, bon, bah, on lui fait un chèque, le mec peut-être qu'il sera content, tu vois? Il dira: «Bon, bah, d'accord, je m'en vais». Ouais. Tu vois? Parce que là, Mais je à crois chaque fois, il faut aller l'arrêter, faut le mettre, faut l'interner, faut que tu payes l'avion dans un sens, tu payes l'avion dans l'autre. Ça coûte cher quand même des conneries comme ça. Oui, 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 bah, c'est des avions de ligne commerciaux, hein, donc ils le mettent dans l'avion, avec des escorteurs de la police aux frontières, mais effectivement, c'est toujours le même résultat. Mais c'est aussi pour montrer en termes de communication, pour dire: «Vous voyez, moi j'ai essayé, mais l'Algérie refuse de le reprendre». Il va multiplier les coups comme ça et au final, on verra, comme le dit Jean-Pierre, là, justement, dans les commentaires, on verra qu'à la fin, il va démissionner sur un point de détail, quelque chose qui sera anecdotique et il se consacrera au LR et à la présidentielle, puisqu'il a de grandes chances d'être élu président des LR face à Laurent Wauquiez. Ah oui, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu pensais qu'il avait de grandes chances d'être, comment ça s'appelle? Heu, alors, Jean, je vais te décevoir. Non, j'ai un pantalon, voilà. Non, je suis allé chercher un verre d'eau. Non, non, le gros fantasme, c'est pas de mettre rose pour Porte-Vertel, hein. Là, Ouais, d'accord. exactement. Non, je cherchais si dans mes Pokémon, j'avais un Pokémon Retaillot, tu vois? Si, Non, voilà ce que j'ai trouvé. Fossile inconnu. Ouais. non, par Le contre, Pokémon justement, Retaillon, comment? Vas-y, ouais, Eric, vas-y. j'avais un sujet, en fait, parce que globalement, je vois, ça fait deux fois 2 cas où on a des refus d'extrader, vers l'Algérie, par les tribunaux français, des gens qui sont réclamés par le régime. Parce que, en fait, le régime veut bien qu'on lui renvoie des gens pour éventuellement pour les foutre en zonzon. Euh, mais euh, par contre, il ne veut pas récupérer ceux que nous, on aurait vocation éventuellement à mettre en prison chez nous. C'est ça que. Est-ce qu'il n'y a pas un petit. Alors, est-ce que c'est une négociation latente qui se fait discrètement en disant, bon, bah, tu veux pas reprendre tes délinquants, bah, on te renvoie pas ceux que tu nous demandes? Ou est-ce que c'est un hasard du calendrier? C'est la Ah, question que je me c'est pose. sûrement un hasard du calendrier aussi, mais qui sont utilisés médiatiquement pour dire, regardez, vous voyez, la France refuse de nous extrader des Algériens qui posent problème et qui devraient être remis aux autorités algériennes. On le voit d'ailleurs avec Boualem Sansal. Ils utilisent le cas Sansal tous les jours. Moi, je suis la presse algérienne en ligne. Euh, Tous les jours, ça parle soit d'immigration,
soit de Boualem Sansal, en fin de compte. Ils passent leur temps à se victimiser, les autorités algériennes. Donc, il ne faut pas confondre les autorités algériennes et le peuple algérien. Même si le peuple algérien en France, souvent, a tendance à soutenir, la diaspora algérienne a tendance à soutenir quand même le régime algérien de façon totalement pavlovienne, parce qu'ils ont été endoctrinés aussi à l'école. Voilà. Macron avait utilisé une bonne expression à l'époque, c'était la rente mémorielle. Il disait que Tebboune, le régime algérien, utilisait la France à toutes les sauces pour dire, vous voyez, nos mots actuels viennent de la colonisation qui date d'il y a 60 ans. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la France là-dessus? En 2018, 2021, il y a eu des restrictions de visa pour les Algériens, pour les Maghrébins aussi, pour les Marocains et les Tunisiens plus largement. Et tout ça n'a été suivi d'aucun effet, aucun effet en fin de compte. Souvent, il y a des négociations entre l'Algérie et la France sur les sujets migratoires, sur le fait de réadmettre les étrangers en situation régulière. Là, il y a encore eu des négociations il y a quelques jours avec une liste d'étrangers dites top, c'est-à-dire troubles à l'ordre public. Et troubles à l'ordre public, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est des gens quand même extrêmement dangereux et qu'il faudrait réadmettre en Algérie de façon prioritaire. Les Algériens ont dit non, en bloc. Voilà. Et après, évidemment, ils se cachent derrière des questions de procédure. Ils disent non, mais ils n'ont pas utilisé la bonne procédure, les Français. Ils disent il faut négocier par les préfectures et les consulats. On ne négocie pas au niveau ministériel, ce genre de choses. Ce qui est vrai. Mais bon, vu la constipation actuelle entre des relations franco-algériennes, voilà, c'est quand même mieux que les ministres puissent se parler et même que les présidents puissent se parler. Même si, à mon avis, la situation ne va pas tellement évoluer entre la France et l'Algérie tant que Macron sera là, parce qu'ils vont utiliser le péché originel. Bon, il y a toujours le péché originel de la guerre d'Algérie, bien entendu, de la colonisation, mais ils ont un nouveau fait à utiliser contre nous. Le régime algérien, c'est la reconnaissance du Sahara occidental. Voilà, qui a été reconnu cet été par Macron et à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Eh, j'ai trouvé la carte Pokémon d'Emmanuel Macron. Non, non. Escroqueau, spécialité sabotage, voilà. Ouais. Pas mal. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne un peu dans cette histoire, je sais pas si tu as la réponse, mais il me semblait avoir lu qu'en fait, depuis, je sais plus quels accords, à partir du moment où une personne était plus titulaire de sa, comment dire, de sa carte d'identité, algérienne, il y avait pas de truc particulier pour pouvoir rentrer. Il y avait pas de choses particulières, il y avait pas de formalités spécifiques. Justement, c'était allégé. D'un seul coup, ça devient très complexe. Oui, mais en Heu, temps normal, c'est ça, effectivement. Il ah, suffit d'avoir pas la carte d'identité, mais le passeport plutôt. mmh Quand tu as le passeport, tu peux c'est comme pour tous les autres pays, en fait, tant qu'il y a un passeport en cours de validité, la personne peut être, réadmise dans son pays d'origine, à partir du moment où il y a une OQTF. C'est pareil pour tous les autres pays. Voilà, il y a un passeport, tu peux retourner. S'il y a pas de passeport en cours de validité ou si la personne planque son passeport ou n'a plus de passeport ou l'a perdu, il faut demander un laissez-passer consulaire et donc, là, ça demande évidemment plus de temps. Il faut que le pays d'origine accepte de réadmettre la personne avec le laissez-passer consulaire. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Algérie? Pour vous donner un exemple, qui est très frappant, Air Algérie, qui est la grosse compagnie aérienne de liaison entre la France et entre Paris et Alger, heu, pose clairement ses conditions sur la table et évidemment sur ordre du régime algérien. Ils disent: «Alors, c'est pas très compliqué, pour réadmettre un Algérien en situation régulière qui fait l'objet d'une OQTF, il faut un passeport, le passeport évidemment, mais quand il y a un passeport, il faut aussi un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes» et en sachant que les laissez-passer consulaires, en général, délivrés par les autorités algériennes, il y en a plus aujourd'hui, mais en général, ils ont une durée de validité. Ah, son Donc, c'est très compliqué, voilà. Très, tu peux très répéter ce que tu viens de dire? Parce admettre qu'il quelqu'un, y c'est a un même gros impossible. suspense. Comment? tu as été coupé. Tu as été Tu as été coupé au Pardon. niveau du son, donc il y a une phrase qui nous manque.
Ah pardon, Tu fais excusez-moi. désynchro ton audio et ton visage. Ah merde, là j'ai rien vu. Qu'est-ce que Ah non, est-ce c'est que bon, c'est bon, c'est bon. C'est merde était le mot magique qui a resynchronisé la vidéo. super, je peux le retenir. Donc vas-y, donc tu nous dis, il y a un délai du laissez-passer consulaire de combien de temps? Oui, délai de validité du laissez-passer consulaire qui va de 3 jours à 1 semaine maximum, délivré par les autorités algériennes. Donc en 1 semaine, les préfectures ont peu de temps pour réserver un billet Attends, d'avion, pour les 3 personnes. jours? Ouais. Non mais non mais c'est génial parce que vu déjà comment nous, je crois pour, si tu as plus de papier toilette dans une préfecture, il faut environ 3 à 4 semaines pour que quelqu'un fasse tu vois, rentre dans l'outil de marché public, demande, machin, le réassort et cetera, que ce soit transmis au bon service, que ce soit validé par le comptable général, le trésor public et tout. Bah, alors 3 Mmh. jours, c'est clair qu'ils peuvent jamais y arriver, en fait. Tu vois, Non. c'est pas possible. C'est antinomique avec la logique de l'administration française. Bah, tout est fait pour que l'éloignement de l'étranger soit impossible en fin de compte. Voilà, Mais ils en bloquent gros, ça donne toutes l'impression que les voies, les Algériens se débarrassent de certains nuisibles de chez eux et ont surtout pas envie de les reprendre. non, non, mais ils utilisent l'arme migratoire. Ils savent très bien que c'est une arme qui peut être utilisée contre nous. Et voilà, et ça va être en fait, ça va être de plus en plus le cas quand on regarde les chiffres qui sont prévus, par les organisations qui font de la prospective sur ce sujet. On prend, la Banque mondiale, par exemple, en 2050, ils estiment qu'il y aura 1,3 milliard de réfugiés climatiques sur les routes. Voilà, 1,3 milliard. Leur destination principale, ça va être les voies qui vont vers l'Europe, forcément. Et, heu et donc on voit que certains pays vont utiliser cette arme migratoire contre nous. Donc les pays de destination là qui on est prisonniers de notre géographie en quelque sorte. Donc forcément les pays du Maghreb, ceux avec lesquels on s'entend à peu près bien comme la Tunisie, et le Maroc, ça va. L'Algérie utilise l'arme migratoire, mais on voit par exemple la Biélorussie qui a déjà fait ça. Ils ont laissé passer des migrants en Europe, Ouais, ils pour, les poussaient même, vers de la je crois qu'ils en importaient d'Irak, qui ouais, ramenaient, à la frontière. La Erdogan a Turquie fait ça en Syrie, hein. peut faire ça aussi. La Ouais, Turquie peut c'est faire ça, ça, c'est en gros, certains pays africains peuvent le faire aussi. je comprends, je comprends. Bah, de toute façon, oui et ça, c'est important de le dire. Beaucoup de gens pensent que la plupart des migrants arrivent, via des boat people ou, des Zodiac et tout. Je crois que ça représente même pas 1% de l'arrivée des migrants, ces gens qui rentrent comme ça. Les migrants arrivent en arrivant à Roissy avec un billet en bonne et due forme et ils rentrent dans le pays sans problème, en fait. Il y a pas Bah, du tout, les passages comme ça cachés dans des camions, ça c'est très, 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 très marginal dans le volume de migrants qui rentrent en France. mais la grande majorité des flux sont réguliers. Voilà, c'est des gens qui viennent avec un visa, qui viennent de manière régulière et après on se rend compte que les migrants irréguliers, à peu près, il y a une estimation parce que forcément on ne peut pas estimer de façon certaine les migrants en situation régulière en France. Il y a 466 000, bénéficiaires de l'aide médicale d'État, donc ça c'est le minimum. Et certains estiment à 900 000, 1 million, la population irrégulière en France. Et ces gens-là, on se rend compte qu'en grande majorité, ce sont des gens qui sont venus de façon régulière avec un visa, qui ont eu un titre de séjour, mais tout ça, en fin de compte, a expiré au bout d'un moment parce qu'il y a eu la situation qui a changé, ils n'ont pas fait la demande, il y a eu quelque chose, il y a eu un problème, la préfecture a refusé, et donc ils finissent avec une OQTF, et après, comme il y a l'histoire du délai de départ volontaire, forcément, eh ben, ils fuient et ils sont pris en charge par des associations, par leur famille. Ils se planquent un temps et au bout d'un moment, ils sont régularisés par la voie de l'admission exceptionnelle au séjour, par exemple. Non, mais c'est très important ce que tu dis parce que justement, ça casse le mythe de, ils passent tous par nos frontières, sous des camions et cetera. Oui, certains le font, mais ça reste très, très, très minoritaire. Justement, le plus gros point d'entrée de l'immigration irrégulière, c'est Roissy Mmh. et Roissy, que je sache, c'est pour ça que justement, souvent les gens parlent de fermer les frontières, mettent une complexité folle, même pour Schengen, à la fermeture des frontières en France. Déjà,
tu fais du contrôle strict à Roissy et à Orly, je crois que tu bloques 95 du flux migratoire en France. Ouais. Oui, le Donc problème, c'est le maintien irrégulier, plus que l'entrée irrégulière. Il y a un maintien irrégulier assez fort en France, où les gens ont des titres de séjour qui finissent par expirer et ils restent sur le territoire. Voilà, ils ont eu un titre de séjour et après ils restent sur le territoire. On leur laisse la possibilité de rester de toute façon, puisqu'il ne il y a pas une possibilité, infinie de contrôle dans la rue. Il faut que ce soit, régi par, il faut que ce soit demandé par le procureur et qu'il y a des raisons, par exemple. On peut pas contrôler quelqu'un dans la rue de façon, il faut qu'il y ait une raison de contrôler la personne. Ça, c'est souvent aussi, mal connu. Mais voilà, il y a des impossibilités juridiques qu'il faut faire sauter. Rien que pour les quotas migratoires, par exemple, le fait de dire, ben, on veut accueillir, on a besoin de tant de gens pour travailler. Dans la logique, on devrait faire ça. On voudrait instaurer des quotas migratoires pour des titres de séjour pour le travail. Il faudrait réformer la Constitution. Voilà. Sinon, le Conseil constitutionnel bloquerait toute tentative d'instaurer des quotas migratoires, par exemple. ce qui est sûr, c'est, oui, c'est on est face à on va dire un système qui marche plus, qu'il faudrait refondre, je pense, de A à Z, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait repartir de on on ne peut pas assainir pour moi si on repart pas sur des bases saines. Donc comme dirait, Léo Dagan, tout cramer pour reconstruire sur des bases saines. Non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire qu'on voit, on mettrait des frontières plus dures, mais il y a des lois qui en fait, tout est intriqué. Ce qui fait que sans réforme globale et sans repenser de manière, globale, c'est foutu, en fait. Parce que Bah, la clé, c'est une réforme en profondeur du système juridique, ça c'est sûr, pour arrêter l'impossibilité juridique. Donc il faut forcément, avoir un bras de fer avec l'Union européenne, assumer le bras de fer et réformer la Constitution. Ça, c'est deux choses qu'il faudrait faire, de manière prioritaire. Mais la véritable clé, en fin de compte, elle est, de la relation avec les pays de départ. Voilà. S'il n'y a pas une bonne relation avec les pays tiers, avec les pays de départ, et en particulier ceux qui sont autour de nous, forcément, les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique francophone, qui ne pourra pas réduire l'immigration en France. Voilà. Les arrivées, les flux migratoires en France. Voilà. Il faut à la fois avoir des bonnes relations avec les dirigeants, avec les pays, et aussi développer, permettre le développement des infrastructures dans ces pays-là. Sinon, les gens, c'est normal, on ferait pareil à leur place, quittent leur pays, quittent leur pays parce que les infrastructures, et ils se rendent bien compte que la vie est meilleure ailleurs. Voilà, on ferait pareil à leur oui, place. il y a un Donc, business de la voilà. migration aussi, hein. Faut pas sous-estimer puisque, souvent, ils dépensent énormément pour venir, heu ils mettent très longtemps à rembourser. Donc c'est souvent un mauvais investissement pour eux malgré ce que certains pensent, qui viennent profiter et cetera. Je crois alors, je veux pas m'abuser, mais le prix de passage à l'heure actuelle, si je me trompe pas de quelqu'un qui vient d'Afrique subsaharienne, c'est entre 25 et 50 000 $. Mmh. Donc ça veut dire que pour pour finir sur un Zodiac à moitié troué au milieu de la Méditerranée, hein, faut se rendre compte, donc Bah, c'est Bah, tu as un business des passeurs et tu as un business des associations en France. Il y a les passeurs, effectivement, qui profitent des étrangers sur place. Alors, c'est les étrangers mmh. qui partent, c'est souvent les moins pauvres de leur pays, hein. C'est pas les plus pauvres qui partent pour aller dans le pays d'à côté ou qui partent pour aller, en France ou en Europe, hein. C'est souvent des classes moyennes qui sont financées par leurs parents. On leur donne leur famille leur donne de l'argent pour payer les passeurs et passer, notamment par la Libye où c'est très dangereux pour les Africains, noirs, je veux dire, où ils peuvent être, mis en esclavage. On le voit aujourd'hui, là, depuis de Kadhafi, par exemple. Et il y a un business des associations sur place, ici en France. Tu prends rien que ce qui s'est passé l'autre jour, la Gaieté Lyrique, par exemple. Il y a des associations comme Utopia 56.
Alors, je vais citer des noms parce que souvent on les cite pas. Il y a des associations qui sont vertueuses et puis d'autres qui le sont moins. Utopia 56 par exemple, utilise les migrants pour leur image, leur image associative, leur bonne image. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elle fait cette association avec les migrants? Elle leur dit, alors on va faire un sit-in sur cette place à Paris. Vous restez ici, vous nous obéissez au doigt et à l'œil, et si vous le faites pas, on vous trouve pas de logement pour ce soir. Voilà comment ils les accrochent, les étrangers. Donc ils profitent clairement des familles, des étrangers en situation irrégulière, pour leurs idées, leur business migratoire en fin de compte. Voilà, ils utilisent les étrangers, ils leur disent vous n'aurez pas de logement, on vous aidera pas à trouver un logement ce soir, on vous logera pas si vous faites pas ce qu'on vous dit. Voilà, comment ils contrôlent, comment ils attrapent les étrangers sur place. Et dans le pays de départ aussi, alors manifestement, ce qui est enfin, je sais pas si c'est une nouvelle tendance, mais il y a aussi les réseaux de passeurs qui font de la com, pour dire, aux gens: «Bah, il faut partir, c'est vachement mieux, l'Europe, machin, et cetera». Avec effectivement une réalité qui est pas la bonne et donc des gens qui sont en situation, qui ont pas une situation si mauvaise que ça, pensent à aller trouver, le mouton à 5 pattes, de l'autre côté, de la Méditerranée et évidemment sont fortement déçus quand ils arrivent, mais des fois souvent, coincés, pour repartir. Parce que souvent Oui, ils brûlent les vaisseaux, pour payer le passeur. Donc en fait, on a tout un réseau tout un secteur économique qui fonctionne. Un peu comme, oui, parce qu'on voilà, y met en c'est fait, un tra qui fonctionne sur le trafic d'êtres humains. On va le dire comme ça, hein, ouais, alors, plus ou moins on volontaire, parle bien souvent sûr, mais des bon, c'est quand même du trafic d'êtres humains. Mais bon, on parle souvent de ce dont je parlais tout à l'heure, de l'aimant social, ce que les sociologues appellent l'aimant social, c'est-à-dire que les étrangers sont attirés par les prestations sociales et ils font une sorte de benchmark, une comparaison entre les pays et entre ce qu'ils vont recevoir dans les pays de différents pays européens, en prestations sociales. En fin de compte, cette comparaison-là, elle est pas faite, par les migrants eux-mêmes, elle est faite par les passeurs qui leur disent: «Alors, si vous allez en Italie, vous allez avoir le droit à ça. Si vous allez en Angleterre, vous n'aurez pas le droit à grand chose. Si vous allez en Allemagne, c'est pareil, c'est pas très favorable. Par contre, en France, là, il y a des possibilités de toucher des prestations sociales». Et donc, effectivement, ils les orientent, vers la France prioritairement, parfois, pour ces raisons-là. Et donc, les à part s'ils ont déjà de la famille sur place, ils peuvent pas se rendre compte les migrants ne peuvent pas se rendre compte de la situation, dans laquelle nous nous trouvons, nous, actuellement, en fin de compte. Où on voit que les Français sont assez hostiles à l'arrivée d'étrangers, de plus d'étrangers en France. Parce que concrètement, c'est pas pour des raisons, raciales ou je ne sais quoi, c'est pour des raisons, d'intégration économique et patriotique aussi. Plus on accueille, moins on va intégrer les gens en fin de compte. On voit, voilà, les gens voient ce qu'ils voient concrètement. Ils voient que les étrangers, arrivent de plus en plus ici en France, mais qu'ils ne trouvent pas leurs possibilités. Il y a pas de possibilité de travail ou si, de travail illégal et il y a des possibilités de régularisation, mais au bout de 5 ou 10 ans. Et donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vivotent, ils trafiquent et forcément, bah, ça influe aussi sur la qualité de vie des nationaux et des gens, qui sont sur place. Oui, non, mais ce que tu dis est très important parce que ça fait partie de la déconstruction nécessaire. Alors il faut savoir qu'il y a un phénomène aussi, parfois, véhiculé par les migrants eux-mêmes, lié à une espèce de honte de ne pas avoir réussi et qui, vont se prendre devant une Mercedes, devant un pavillon et vont envoyer via WhatsApp, à leur famille, restée au pays: «Regardez, j'ai réussi, machin truc» et cetera. Donc ils vont se mettre en scène un peu comme, les influenceurs, hein, sur Instagram. Une vie bien plus intéressante elle n'est réellement et donc voilà, c'est vrai que ça joue. Oui, forcément, les réseaux sociaux jouent sur ces effets-là. Le fait de se mettre en avant, de dire: «Bah, vous voyez, moi j'ai réussi, venez», ça joue aussi, hein. Forcément, les gens au pays regardent ça et se disent: «Ah ouais, quand même, il y a moyen d'être,
d'être plus riches, d'avoir un meilleur niveau de vie en Europe. Et quand ils arrivent concrètement, bah, ils voient bien que bah, les Français ne sont pas forcément hostiles de façade, mais que en fait, ils sont pris en charge par des associations qui les utilisent. On l'a vu encore, bah, on le voit tous les jours dans les aux informations, Porte de la Chapelle. On le voit, on l'a vu encore hier à la Gaîté Lyrique. Et concrètement, bah voilà, les gens, ils arrivent sur place, ils se disent, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas pris en charge. On m'a vendu un Eldorado, il y a rien du tout. Et donc, bah, ils trafiquent. Ils voient un petit peu avec la diaspora sur place ce qu'ils peuvent faire. Parfois, ils se trouvent des faux papiers. Ils travaillent illégalement. Et donc, tout ça, il y a une période de latence de 5 à 10 ans où parfois, bah, ils fondent une famille. Voilà, ils s'établissent sur place ici et ils font ce qu'ils peuvent pour vivre, mais en fin de compte, l'Eldorado il y a une déception euh, vive vis-à-vis de ce qu'on leur a vendu, forcément, de ce que leur a vendu leur diaspora ici, par les réseaux sociaux, de ce que leur ont vendu les passeurs aussi, forcément, comme je le disais tout à l'heure. Et donc tout ça crée un ressentiment aussi vis-à-vis de la France, vis-à-vis des autorités françaises, puisqu'on voit bien que certains pays bah, du Maghreb, mais aussi d'Afrique maintenant, deviennent de plus en plus hostiles à la France et utilisent la diaspora sur place et utilisent le fait migratoire pour dire regardez ce que font des gens comme Macron, comme ça, pillent nos ressources, pillent notre population, parce qu'ils font venir notre population pour aller faire la plonge à Paris ou faire du Uber Eats. Et, euh, et donc tout ça, en fin de compte, euh, joue contre nous, joue contre les intérêts français. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pardon. Merci, merci, Jessie. Heu, Je t'en il prie. faut que je vois, parce qu'on a plusieurs vidéos, je pense, qui vont sortir, aujourd'hui et ce week-end aussi, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. On est en train de reposter tous les entretiens séparés, les revues de presse et cetera. J'encourage ceux qui l'ont pas vu, à regarder la, vidéo de, comment il s'appelle? Georges, pardon, de Georges sur la Serbie. Si je me trompe pas, il va y avoir une, vidéo avec Éric Dénessé qui va sortir ce soir. Probablement aussi un œil de Kousma, qui va sortir aussi bientôt, et d'autres vidéos ce week-end. Je vous garde les surprises parce qu'il y en a tellement que même moi, j'ai du mal à suivre. Merci beaucoup à toi, Jessie. Désolé pour le retard en début de Non, 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 je vous en et prie. voilà, mais comme je l'ai dit, c'est la faute de ça, tu vois? J'adore cette carte géante. J'ai mis beaucoup de temps à la retrouver ce matin parce que j'ai dit: «Mes enfants, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous avez mis votre carte géante Pokémon?» Enfin bref. Faut l'afficher derrière, à la place Oui, du voilà. corps. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, et merci à tous. Je ne serai pas, bah, oui, c'est vrai qu'il y a le truc du jeu de rôle. Donc on va refaire la pub dans Stinger avec la montagne du jeu. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires, donc tous ceux qui veulent aller justement à cet événement festif où je crois qu'il y aura des cartes Pokémon. Comme quoi, en fait, c'est vous. C'est vous. Pour Oui, tricher oui, les bien. vacances. Exactement, c'est le narcotrafic direct de l'Isère. On savait bien qu'à côté de Grenoble et tout, ça allait pas. Enfin bref, bonne journée à tous et bah, bonne journée à toi Eric, bonne journée à toi Jessie.